tous. Ce soir est soir de miracle, puisque pour une fois notre mère est arrivée en avance. On peut donc commencer à l'heure, ce qui est extraordinaire. Merci monsieur le maire. Bienvenue à tous. C'est toujours un bonheur d'ouvrir une conférence devant une salle comble. Nous sommes 168 personnes ce soir et nous avons refusé plus de 30 personnes sur la liste d'attente. Toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence. Merci de votre présence, de votre fidélité et de votre curiosité. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Je salue donc bien évidemment monsieur le maire, qui nous fait comme d'habitude le privilège d'assister à nos conférences. Je remercie également comme d'habitude le cinéma Le Trèfle qui nous confie ses installations et son personnel pour la soirée. On est toujours dans des conditions idéales. Merci, merci, merci au Trèfle. C'est la deuxième conférence du cycle intitulé 1525-1675 du Saint-Empire au Royaume de France. Lors de la première conférence, Grégory nous a expliqué avec talent ce qu'était la ville de Molsheim au moment de la guerre des paysans. Cette violente réforme qui éclate dans toute l'Alsace au printemps 1525. Influencée par la réforme, elle s'appuie sur les évangiles et revendique l'égalité de tous les hommes devant Dieu et rejette le vieux système politique dans son entièreté. Un immense espoir se lève alors sur l'Europe, alors que le Moyen-Âge s'achève et que commence la Renaissance avec l'espoir d'un monde meilleur. Ce mouvement, le soulèvement populaire le plus important en Europe avant la Révolution française de 1789, fera vaciller le Saint-Empire romain germanique avant d'être réprimé dans un bain de sang. Cette révolution oubliée, dont nous fêtons le 500e anniversaire, est un événement considérable de notre histoire commune. Il a mobilisé toute la communauté des intellectuels et des historiens alsaciens. Il a généré de nombreuses publications, notamment le dictionnaire de la guerre des paysans en Alsace et au-delà, sous la direction de Georges Bischoff, bien connu dans la maison. Il a aussi généré des expositions. Tout récemment est d'ailleurs sorti un documentaire intitulé « La Révolution oubliée » qui est toujours disponible sur France TV et je vous invite vraiment à le regarder. Notre société a pour sa part pris largement place dans cette mobilisation, d'autant que Molsheim est l'épicentre de l'événement et la capitale de l'Alsace insurgée. Erasme Gerber, le tanneur habitant de notre ville, en est le chef, et on y organise le congrès de Molsheim, c'est-à-dire les états généraux de la paysannerie insurgée, qui se tient du 4 au 11 mai 2025. Pour la comprendre et bien nous en imprégner, nous, Société d'Histoire, avons successivement accueilli le 6 juin 2025 le spectacle Les Rustots racontent et chantent la guerre des paysans au Cercle Saint-Joseph, organisé le samedi 28 juin 2025 une marche de l'histoire et du patrimoine sur les traces de la guerre des paysans entre l'abbaye bénédictine d'Altorf et l'église Saint-Laurent de Dorlisheim. Nous avons également accueilli pour ce prétexte le congrès des historiens dont c'était le thème principal, le thème central. Nous y avons entendu M. Paul Abel parler d'Erasme Gerber, une comète au firmament de l'Alsace. Nous avons également, comme je l'ai déjà dit précédemment, resserré la focale au maximum en la centrant sur notre ville en 1525, au moment de la guerre des paysans, avec une conférence de Grégory Oswald et une exposition. Toutes ces manifestations démontrent une fois encore que la guerre des paysans fascine. Les historiens ont presque tout dit. Mais il manquait un chapitre sur le vécu de ces hommes du commun, le vécu de ces hommes du commun, leurs ressentis, leurs espoirs, leurs projets et aussi leurs déceptions. Jadis, au moment de l'Antiquité, ce qu'on appelait les aèdes, les conteurs, racontaient l'Iliade et l'Odyssée, les exploits d'Achille, d'Hector et d'Ulysse. Pour raconter notre Bunchu, le destin des trois frères Heidorf à travers une fresque romanesque, nous vous proposons d'écouter ce soir un conteur, auteur, compositeur, metteur en scène, romancier, scénariste et musicien. Il est talentueux et éclectique. Il compte à son actif 8 disques, 25 bandes dessinées en qualité de scénariste,
3 romans, dont Nicolas Findel, Peter Hans et Le Royaume des Gueux, le sujet de la conférence de ce soir. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement Charlie Dam. Merci. Bonsoir, tout le monde. Wow, impressionnant d'être devant une salle pleine. On refuse du monde, c'est extraordinaire. Alors, je vais essayer de vous emmener, à ma façon, dans la guerre des paysans et vous parler un petit peu de cette période qui était, il faut bien le dire, remplie d'espoir et qui s'est terminée, comme l'a dit Guy tout à l'heure, dans un bain de sang monstrueux. On l'aurait presque oublié, mais l'année 2025 est là pour nous rappeler qu'il y a 500 ans, près de 30 000 Alsaciens et Mosellans sont morts pour avoir osé se soulever et réclamer des libertés que Noble et Clair leur avaient lentement, insidieusement et perfidement soustraits au fil du temps pour les tenir à leur merci. Une révolution donc, oui, absolument. 264 ans avant que les Français ne reprennent leur slogan, écrit à leur tour « Vivre libre ou mourir ». Alsaciens, Mosellans, Allemands, Autrichiens, Suisses, Italiens et même Français ont osé se révolter en même temps et défier les autorités temporelles et spirituelles. Le bilan global est lourd. Plus de 100 000 morts. Plus de 100 000 paysans ont été massacrés. Comment en est-on arrivé là? Quels ont été les tenants et les aboutissants de cette révolte? Comment vivaient les paysans à cette époque? Quelles étaient leurs préoccupations? Quelle était la place de l'Église? Celle des nobles? On va essayer d'en faire le tour. Alors, d'abord, quand on emploie le mot, on dit guerre des paysans. Que se cache-t-il derrière le mot paysan? Bien sûr, ce sont les gens qui travaillent la terre, les laboureurs, les cultivateurs, les viticulteurs, les jardiniers, bref, tous les gens qui travaillent la terre, mais pas que. En fait, ils représentent 80% de la population. C'est exactement ceux que 250 ans après, on va appeler le tiers-État, par opposition à la noblesse et au clergé. Donc, il y a des commerçants, il y a des artisans, c'est ce qu'on avait appelé toutes les petites gens. Alors, parallèlement à ce roman, j'ai écrit un spectacle et on a eu la chance, on était invités ici à Molsheim, à la salle Saint-Joseph. Il y avait un monde fou comme ici. Il faut croire que les gens de Molsheim et environ sont très attachés à leur histoire, tant mieux. Ce n'est pas le cas de là où moi je viens, de la Moselle. Bon, bref. On peut en parler. J'ai envie d'écrire un article à la fin de l'année qui s'appelle « Merci IA, merci l'intelligence alsacienne ». Pour un Lorrain, c'est quand même pas mal. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, bon, ce spectacle, on l'a déjà joué 20 fois, et aujourd'hui, dans 8 jours exactement, on fera la 21e à Drolingen im Krumme. Et très souvent, enfin pratiquement chaque fois, les gens viennent à la fin, ils ont 2 remarques. La première, c'est « Mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école ?» Personne ne nous... Les gens disent non. Alors, quand je leur dis « Écoutez, on n'était pas français à l'époque. » Ah bon? On était quoi? On faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Du quoi? Das Heilige Römische Reich der Nation. Alors, beaucoup de gens, hein, vous savez, la guerre des paysans, 90% des gens ne savent rien, n'ont jamais entendu. Hein. 5% en ont entendu un peu, et on peut dire que 5% de la population alsacienne est effectivement au courant. Alors, pour arriver à comprendre comment tout ça s'est arrivé, très rapidement, je vais... écoute, mais ce serait bien, quand je te fais signe, tu avances la chose. Donc là, on a la une. Hein, donc voilà. Hein? Ah oui, il faut que tu mises là-haut. Hein, oui. Voilà. Donc, on commence, mais rapidement, à la chute de l'Empire romain. Le 4 septembre 476, c'est le jour d'abdication du dernier empereur romain. Il a 13 ans, Romulus Augustus. Et c'est Odoacre qui met fin à cet empire, à l'Empire romain.
arrive, la suite, le 2, arrive l'invasion des Francs, des Alamans et de tous les autres. Maintenant, ça c'est... Ah bon, non, c'est... Voilà. Voilà. Donc, une carte sur l'invasion, les barbares qui... Enfin, oui, les barbares. Le mot d'origine, barbare, c'est chez les Grecs et les Romains, ça veut dire l'étranger. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler d'invasion. On parle de migration des peuples. Si vous regardez... ah non, mais tu perds ton latin, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a un va-et-vient, en fait, c'est une période très sombre. Arrive un bonhomme, l'ami Clovis, alors c'est un mérovingien. Ça y est, tu l'as trouvé? Ouais. Alors lui, le mérovingien, il bat les Alamans à Tolbiac en 496. Alors on n'est pas sûr de la date, c'est peut-être 98 aussi, mais enfin bon. Alors Tolbiac, ça se trouve près de Cologne, et donc il sera à l'origine de la dynastie des Mérovingiens. Il y en aura 32, et on les appelait aussi, ils vont durer jusqu'en 751, et on les appelle aussi les rois fainéants. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle les rois fainéants? C'est une très bonne question. En fait, à leur actif, comme fait, ils ont néant. Et c'est de là que vient l'expression, ils ne faisaient rien, eux-mêmes ne faisaient rien, mais ils avaient des gens, notamment, principalement, le maire du palais, qui est l'équivalent aujourd'hui de notre Premier ministre. Donc, le dernier qui est maire du palais, c'est, suivant le cadre, Pépin le Bref. Alors, Pépin le Bref, il était maire du palais, et il était effectivement connu. Bref, il était court sur jambes, mais il voyait loin. Et il avait une envie, c'est d'être roi. Seulement, il y en avait un qui était là, c'était Childéric II, et il a une idée folle, mais qui va marcher. Il va voir le pape, c'est Étienne II, il lui dit, écoute, toi le pape, parce qu'à l'époque, le Vatican n'était encore pas ce qu'il était. La cour du pape était plus ou moins itinérante. Et donc, il lui dit, écoute, il te faut des terres, il te faut un territoire. Moi, je te le donne, je vais le conquérir sur le dos des Lombards. Tu vas créer tes états pontificaux. Et alors Étienne lui dit, et en échange, tu veux quoi? Oh ben écoute, tu me couronnes roi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et c'est donc à ce moment-là que sont créés les états pontificaux, qui vont durer jusqu'en 1870. Ça, ils ont quand même perduré. Alors, Pépin le Bref, il a un fils, il s'appelle Charlemagne. Donc lui, il devient empereur en 800, et il a 18 enfants. On en parle très peu, hein, dont seulement 3 légitimes. Mais des 3 légitimes, un seul a survécu, c'est Louis le Pieux. Et Louis le Pieux, il a 3 fils. Alors, sur son lit de mort, ils étaient déjà en train de s'étriper. Alors, il y a Luther, il y a Charles et Louis, il y a Luther, il y a Charles le Chauve et Louis le Germanique. Et donc, Luther, qui est l'aîné, il dit à ses frangins, c'est moi qui gouverne tout seul. Vous, je ne vais pas vous voir. Les deux lui disent, et tu rigoles ou quoi? Et donc, ils en viennent aux mains. Et Charles et Louis donc, battent Luther à la bataille de Fontenoy en 841. Et donc, Luther est obligé de prendre la fuite. Et l'année suivante, en 842, Charles le Chauve et Louis le Germanique, les 2 frangins, se retrouvent à Strasbourg le 14 février. Et ils se prêtent serment. Donc, Charles, il prête serment et ses hommes à Louis en tudesque et les autres en roman. Alors, j'ai adoré, il y a un philosophe que j'adore en France, c'est Finkielkraut. Je ne sais pas si vous connaissez, déjà quand vous l'entendez parler. Et alors l'autre jour, je l'ai entendu.
Mais est-ce que les Français savent que le Français est né à Strasbourg le 14 février 842? Et j'irai plus loin. Et les Allemands savent-ils que l'Allemand est né le même jour? Je ne comprends pas que deux pays dont les langues sont nées le même jour et leurs discours commencent tous les deux par le mot amour, ont réussi à se foutre sur la gueule pendant aussi longtemps. Exit Finkelkraut. En fait, jusqu'à présent, tous les actes officiels étaient faits en latin. Et c'est la première fois, donc, le mot tudesque va devenir le mot Deutsch. Et le roman, notre français actuel, l'origine, c'est comment est-ce qu'on a la photo Ah, ça c'est la suivante, si tu veux. Voilà, ça c'est le serment de Strasbourg. Alors, juste un truc, bon, tout ça, les images sont totalement... c'est de l'invention pure. Le 14 février, ça s'est passé à la Méno, il y a eu une tempête de neige. Il est tombé, je crois, en 1 heure, on dit les chroniques, il était impossible de marcher après. Donc ça s'est passé à la Méno, voilà. Donc ça s'est passé en 842, tout le monde ne le savait peut-être pas. Et Lothaire, pendant ce temps, il se dit, bon, il commence à se languir, il dit, attends, il faut que je refasse que je me réconcilie avec les deux frangins, et il les invite en 843, l'année d'après, à Verdun. Et c'est une carte intéressante. Ils se partagent l'Europe, enfin cette partie de l'Europe, en 3. Charles le Chauve à gauche, Louis le Germanique à droite, et au milieu, Lothaire. À cette même époque, donc, ça c'est en 843. À la mort de Lothaire, Charles et Louis se partagent la Lotharingie. Et donc, c'est ce que va donner. Tu as la suivante, oui. Voilà. Alors, ils se partagent un peu la partie jaune, c'est le fils de Lothaire qui va en hériter. Et Charles le Chauve garde sa Francie et Louis le Germanique. Donc, nous, on tombe du mauvais côté. Hein, on tombe chez Louis le Germanique. À la même période, il y a des invasions des Vikings. Oui, des Vikings alors, ils viennent du nord, ils viennent de partout. Les Vikings, des Danois, des Slaves, des Hongrois, et ils viennent même jusqu'à ils viennent même jusqu'à l'île Saint-Louis en remontant la Seine. Et Charles le Chauve est obligé de payer une rançon de 7000 livres d'argent pour que les Vikings acceptent de partir et de s'en retourner. Devant tous ces invasions et ces dévastations, il fallait un homme fort. Il va arriver, c'est Henri l'Oiseleur qui devient en 919, il combat les Vikings, les Danois, les Slaves et tous ces gens, il réussit à les mettre dehors, et il devient roi de Germanie en 919. Et c'est son fils, la suivante si tu veux bien, Othon Ier, en 936, en 936, Othon Ier, qui va créer le Saint-Empire romain germanique. Ça y est, on y arrive. Et donc, cette création du Saint-Empire romain germanique, voilà si tu veux bien, oui, le Saint-Empire romain germanique, il va donc durer de 962 à 1806. C'est quand même... voilà, c'est vrai. Donc, quand on le regarde de près, le Saint-Empire romain germanique, c'est un morcellement de terre. Bref, quand on regarde, c'est totalement ingérable. Totalement ingérable. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Othon Ier donne la gestion du Saint-Empire à des ducs, qui sont ses familiers, mais aussi, surtout, à des évêques. Parce qu'il se dit, en définition, un évêque n'a pas d'enfant, et il ne peut pas y avoir de succession. Mais même un évêque est élu. Donc c'est pour ça qu'il fait ça. Et l'Alsace va tomber donc, en 2 landgraviats, si tu veux bien. Voilà. La haute Alsace et la basse Alsace. Donc, on dit l'organisation politique d'Alsace, à ce moment-là, il n'y a, et que tu peux prendre la suivante, on va avoir,
le millefeuille, il n'y a aucune unité. Donc le Sungo et la Haute-Alsace sont autrichiens. La Basse-Alsace, qui va principalement nous intéresser ici, est partagée entre l'évêché, 93 villes et villages, dont Molsheim. Voilà. Il y a des villes et villages d'empire, die Unterelsässische Reichsritterschaft, qui est gérée par le Landvogt de Haguenau, donc, et qui dépend donc directement de l'empereur. Alors, quelques villes, Andlau, Berstedt, Bischofsheim, Tübingen, Düttenheim, et bien d'autres. Il y a le territoire de la ville de Strasbourg, une trentaine de localités. Strasbourg, le seigneurie de Bar, Baslon, Mardenheim. Il y a le territoire du chapitre de la cathédrale. Alors, il y a les 10 villes de la Décapole, Landau, Wissembourg, enfin vous connaissez ça, la seigneurie autrichienne du Val-de-Villers, les villages du bailliage de Haguenau, le comté de Hanau-Lichtenberg, il y a le bailliage de Buxwiller, Brumath, Offendorf, Wolfisheim, Niederbronn. Il y a les possessions des Palatins, de Pont, les possessions de l'électeur palatin, les possessions de l'évêché de Spire, les abbayes de Neubourg, Walbourg et Biblisheim, bref, et, last but not least, les possessions des ducs de Lorraine. Très important, parce que, on va en parler, ils vont être un grand sujet tout à l'heure. Alors, ils ont Sainte-Marie-aux-Mines, Lièvre, Rombat, Saint-Hippolyte, et un cinquième de Marmünster de Marmoutier. Alors en 1525, par exemple, Marmoutier et les villages environnants, ce qu'on appelle la Marche, c'est en gros c'est 100 km², sont la propriété du duc Antoine de Lorraine, de l'électeur palatin Louis et de son vassal le comte Georges de Borbitsch, le seigneur Guillaume II de Ribeaupierre, l'évêque de Strasbourg, Guillaume de Rothstein, et l'abbé de Marmoutier. Alors pour réussir à faire quelque chose ensemble, il paraît que les sessions étaient d'une violence et terrible quand ils se rencontraient. Mais bon. Alors qui est-ce qui dirige quand même un petit peu toutes ces entités, chacune à la sienne? Donc les grands domaines seigneuriaux sont divisés dès le XIe siècle en prévôtés qui sont administrés par un prévôt pour le compte du seigneur, et à partir du XIIe arrivent les bailliages et les baillis. C'est un petit peu, si vous voulez, des petits sous-préfets qui gèrent à peu près l'Alsace à ce moment-là. Arrivons-en maintenant aux paysans et à notre guerre la guerre des paysans. En règle générale, les révoltes paysannes ont quasiment toujours eu et ont les mêmes causes. Impôts, guerre, misère. Et alors quand la météo s'en mêle et que les récoltes sont mauvaises, les famines poussent les paysans à la révolte, et ces dernières sont toujours très, très violentes. Les châteaux et les couvents sont détruits. Alors ces révoltes, c'est pas propre à l'Alsace, loin de là. En France, on les appelait les jacqueries. Il y a une... Non, pas encore. Ouais, si. Les jacqueries, alors, ça vient du prénom Jacques, qui était un sobriquet péjoratif employé par les nobles pour désigner les paysans. Donc il y a eu la grande jacquerie de 1358 en Île-de-France, en Picardie, en Champagne, en Artois et en Normandie. Et la suivante, en 1382 a eu lieu la révolte des Maillotins à Paris. Ils démolissaient tout avec des maillets. Et vous allez voir, il y aura une répercussion chez nous pendant cette guerre des paysans. Alors ça s'est passé pendant la guerre de Cent Ans, sous le règne de Charles VI. Mais ces révoltes ont également eu lieu en Suède, en Roumanie, en Hongrie, en Suisse, en Italie, en Espagne. En Angleterre, on parle de la grande révolte en 1381. Et en Allemagne, on les appelait la révolte de l'homme ordinaire, der gemeine Mann, ou la révolte de Armer Konrad. En France, c'était Jacques, les Jacques, et puis en Allemagne, on les appelait les Konrad. Donc, le Bundschuh de 1493 n'est pas tombé du ciel, comme la météorite l'année précédente à Ensisheim. La situation générale, elle est mauvaise. En 1487, l'été est frais. L'année d'après, il est presque froid. En 1490, les récoltes sont mauvaises et engendrent disette sur disette. Les prix des céréales flambent pour atteindre des sommets. C'est la misère et la révolte gronde. L'hiver 91 est glacial et très enneigé. On l'appelait d'ailleurs l'hiver des grands froids, des grandes neiges. Les rivières étaient gelées et puis d'un seul coup en janvier, paf,
les températures ont grimpé anormalement, les eaux ont submergé champs et prairies comme encore sous la neige, puis le froid s'est à nouveau installé jusque tard dans la saison. Les moissons étaient mauvaises, les vendanges désastreuses, le prix du vin a grimpé, et en 1492, les moissons étaient de nouveau déplorables, les vendanges tardives et maigres, et des gens sont morts de faim. Alors, 1493, les fêtes. Le samedi 23 mars 1493, 36 hommes se donnent rendez-vous dans Lommensberg. Les villages de Dombach, Pintwiller, Stotzheim, Nothalten avaient fourni le plus grand nombre de participants. Et parmi eux se trouvait notamment Hans Uhlmann de Sélestat, c'était l'ancien bourgmestre, l'ancien maire. C'était un homme influent, un notable. À l'origine, il est boucher et il est devenu bourgmestre, mais en 1492, il n'avait pas été reconduit. Il y avait également Jacob Hanser, le Schultheiss de Pintwiller. Alors, le Schultheiss, qu'est-ce que c'est? C'est le chef de village et le représentant du seigneur qui exerce la justice jusqu'à un certain niveau. Il y avait aussi Ulrich Ziegler de Stotzheim et Konrad Schütz d'Anglo. Alors, ces hommes, que veulent-ils? Ils veulent trois choses. Supprimer les tribunaux épiscopaux, supprimer les tribunaux impériaux et interdire le cumul des bénéfices. Alors ça, il faut quand même s'arrêter 2 secondes pour expliquer ce que c'est, comment fonctionnait la justice à l'époque. Alors, jusqu'au XIIe siècle, par exemple, j'ai une maison, enfin une toute petite masure, et puis mon voisin, il s'appelle Guy Muller. Et puis tous les ans, il me pique un peu de terre. Voilà, et un beau jour, le criage, il est juste... Ah, je peux même plus rentrer chez moi. Vous le connaissez, hein. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir le Schultheiss. J'ai dit, écoute, il est gentil, mais enfin bon, là, ça ne peut plus aller. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque notre ami, il me convoque, des témoins, et dans 95 à 98% des cas, on trouvait une solution à l'amiable, et tout le monde était content. Le problème se corse très sérieusement quand un plaignant voulait s'en prendre à un membre du clergé. Donc il va voir le Schultheiss, il dit voilà, c'est l'abbé tel et tel qui m'empêche de... Il m'a fait ça et ça. Il convoque le clerc en question pour la forme, et l'autre lui dit mais va te faire voir. Nous, le clergé, on a un tribunal qui s'appelle, c'est le tribunal épiscopal ou, si vous voulez, l'officialité. Et l'officialité se trouvait à Strasbourg. Alors, dans le roman, un des héros va faire une enquête à l'officialité, qui lui est demandée. À l'officialité, elle va... C'était la ville de Strasbourg, le magistrat de Strasbourg, les édiles avaient franchement la frousse de ce tribunal. Il se donnait compétence sur pratiquement tout. Et il a duré jusqu'en 1789, et avec un pouvoir coercitif, y compris l'excommunication, c'était son arme favorite, et il existe encore aujourd'hui. Mais il n'a plus aucun pouvoir coercitif. Aujourd'hui, par exemple, les catholiques, pour des annulations de mariage ou des choses comme ça, ils vont s'adresser à l'officialité. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que si le paysan voulait... Alors, il y a eu des scandales. Ce dont je parle dans le roman, c'est une thèse de doctorat qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Levresse, qui était vicaire épiscopal dans les débuts des années 80 à Strasbourg, et qui a sorti tout, fait une thèse épaisse comme ça. Et donc on se rend compte que c'était une aberration totale. Par exemple, un paysan les huissiers n'allaient même pas, quand ils n'avaient pas envie d'aller déposer une convocation, ils ne le faisaient pas. Le président du tribunal, hop, la saisie des biens et l'excommunication, sans autre forme de procès. Il y a eu, dans les campagnes à Strasbourg, des jugements absolument iniques, mais c'est pas moi qui les ai inventés, c'est donc le vicaire épiscopal, Levresse, qui s'appelle, sa thèse est à consulter à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Donc,
le tribunal, l'officialité, ben, il faut y aller, il faut trouver le paysan doit aller à Strasbourg. Il faut qu'il prenne un avocat. Bien sûr, là-bas, les juges, ils font traîner l'affaire sur des années. Quel est le paysan qui peut se payer ça? Arrivent les troisièmes, les nobles, eux, ils se disent, ah bon, eux, ils ont créé l'officialité, donc le Schultheiss, on n'en parle même pas. Donc nous, on va créer ce qu'on appelle le tribunal impérial, il se trouve à Rottweil. Rottweil, c'est dans le Baden-Württemberg. Donc il faut, par exemple, d'ici, il faudrait 6 jours à pied pour y aller, 6 jours pour revenir, et vous ne savez pas si votre affaire peut être entendue ou si vous pouvez la régler. Alors, ce que demandent ces paysans, dans le Landsberg, ils veulent remplacer le recours au tribunal impérial de Rottweil par des tribunaux de proximité. La troisième revendication consistait à interdire le cumul des bénéfices ecclésiastiques. Alors, qu'est-ce que c'est un bénéfice ecclésiastique? Alors, dans le catholicisme, c'est un ensemble de biens destinés à financer un office ecclésiastique qui doit permettre aux titulaires des charges d'église de vivre et d'agir. Seulement, il y a des problèmes. Il y a ce qu'on appelle les cumulards. Et donc, il y a des gens qui ont des curés, qui ont des prébendes, des canonicats, un tas de biens qui leur reviennent, qu'ils doivent toucher, et qui ne font pas le boulot de curé. Ils prennent alors, à leur place, ils mettent, puisqu'ils ont la cure, hein, donc ils sont titulaires de la cure, ils mettent en place des pauvres, des curés, mais qui n'ont pratiquement pas d'instruction, et ils les payent au lance-pierre, et donc les paysans de ça, ils n'en veulent plus. Ça va être d'ailleurs une de leurs premières revendications, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est d'abord de se rendre maître de Sélestat, où il comptait environ 500 partisans qui avaient adhéré au projet, et de là se répandre dans tout le centre de l'Alsace, traverser le Rhin et monter une armée pour défier les autorités et instaurer leurs idées. Alors, dans l'Ohensberg, l'élection des chefs se fait par main levée. Donc, à savoir Hans Ullmann, Jakob Honser, le Schultheiss, donc de Blinschüler, Klaus Siegler de Stutzheim et Konrad Schütz d'Andelot sont élus. Ces 4 avaient pour mission d'entrer en contact avec les Suisses de Berne et de Zurich pour les rallier à leur cause et de les rejoindre le moment venu. Puis ils ont fixé la date pour passer à l'action, à savoir le mois d'août. Et alors, ils avaient leur emblème va devenir le soulier à lacets. Alors, le soulier à lacets, pourquoi? C'est contrairement aux nobles qui portent les bottes, eux, ils portent le soulier à lacets. En alsacien, en allemand, ça donne le Bundschuh. Bund, ça vient de binden, donc effectivement le soulier à lacets, mais aussi de Bund, le pacte, conjuration, et Schuh, le soulier. Et ils vont garder cet emblème, va perdurer jusqu'en 1525. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comme des dénonciations, et puis les arrestations qui commencent. Donc ceux qui dépendaient de l'évêque ont été conduits à Molsheim, ici, où ils ont été enfermés. Les 24 qui relevaient de la juridiction d'Aubernay ont été enfermés dans une tour de la ville d'Aubernay. La plupart ont été condamnés à une amende d'une dizaine de livres, certains ont été bannis, et d'autres on a coupé l'index et le majeur, parce que c'est avec ses doigts qu'ils juraient. Donc, parce qu'avant de partir, les 36 ont juré. Donc, alors, Ulrich Ziegler a réussi à traverser le Rhin et a trouvé refuge chez un gentilhomme allemand. Jakob Honser, au prétexte de se rendre à la gare de Francfort, a disparu dans la nature. Hans Ullmann, donc l'ancien maire de Sélestat, s'est enfui en Suisse. Il comptait rallier les confédérés à sa cause afin de lever des troupes, mais il a été arrêté par les Balois qui lui ont fait un procès et l'ont écartelé sur la place publique. Le premier Bundschuh était mort. Vont suivre 3 autres Bundschuh. Alors, le Bundschuh de 1502, il a un nom, il s'appelle Jos Fritz. Il était originaire d'Unterkrombach, à Bruxelles. Alors, je vais passer rapidement sur ces 3 Bundschuh. C'était, disons, les gens de là-bas, leur seigneur, c'était l'évêque de Spire, et avec son prédécesseur, il avait réussi à avoir une dette, un trou dans la caisse, de 200 000 florins. Alors, on ne peut pas transposer ça avec l'argent actuel. Alors, qu'est-ce que ça représente tout de même? Donc, 200 000 florins. Alors, un mercenaire, à l'époque, touchait 4 florins par mois.
Le salaire annuel d'un journalier, 30 florins. Et il fallait dépenser 30 florins pour s'acheter un cheval de trait. Donc vous voyez un peu ce que ça représentait. Alors, pris à la gorge par les créanciers, donc l'évêque qui fait payer le droit de pâture, de vaches, de cochons, sur les communaux, tout ce qu'avant appartenait aux paysans. Et le droit de ramasser le bois mort, il taxe tout. La différence avec les paysans donc, vont se soulever, enfin ils vont créer un bunchu. Il y a quelque chose de neuf dans cette histoire qui leur donne un peu confiance, c'est l'exemple des Suisses. En 1499, ils ont obtenu leur indépendance de haute lutte en infligeant de cinglants revers à l'empereur Maximilien. Et donc, la date du soulèvement est fixée au 22 avril 1502, et là, ils ont engagé des mercenaires, et il y en a un d'eux qui va les vendre. Des dizaines et des dizaines d'arrestations, le deuxième bunchu est mort. Arrive le bunchu de Lehen en 1513. Alors Lehen, c'est une ville qui se situe entre Waldshut et Fribourg, et qui était donc, c'était sous façon autrichienne, et là-bas c'était des petits nobliaux qui exerçaient donc une tyrannie comme pas permis, et on leur enlevait même aux paysans, ils leur enlevaient le bois de chauffage, ils les chargeaient avec des nouvelles corvées. Bref, il y avait le droit de glander. À un moment donné, il y en avait assez. Donc, ils ont fait George Fritz qui lance donc le troisième bunchu. Et avec un autre mal qui était derrière, c'était l'endettement. Alors, aux yeux de Fritz, il n'y avait qu'une seule solution, c'était casser la logique du profit, briser le cycle de l'argent qui génère l'argent et instaurer des prêts gratuits. Et donc, ce bunchu, la nouveauté, c'est qu'il prend un tournant radical. Pour Fritz et ses hommes, il faut redistribuer les richesses en fonction des besoins de chacun. Et il veut imposer une seule prébende par bénéficiaire, supprimer une partie des maisons religieuses et confisquer leurs biens au profit d'une caisse commune qui pourrait être militaire et qui servirait à l'empereur à combattre les Turcs. Les Turcs, c'est la grande menace à l'époque. Donc, le soulèvement est prévu le 9 octobre à l'occasion des fêtes de consécration à Bingen. Mais il y a deux paysans qui forcent un troisième à adhérer au bunchu. Ce dernier prend peur et il les dénonce. Et c'est, encore une fois, le troisième bunchu est mort. Le dernier, c'est en 1517. Alors là, c'était plus dans une région. Jos Fritz, il arrive ici, et c'est dans le coin d'ici à Molsheim, dans le coin qu'il rencontre pas mal de paysans. Il s'agit tout simplement de faire un soulèvement donc, de Célestat à Wissembourg et de l'autre côté du Rhin, d'Orbe, jusqu'à l'extrémité de la Forêt Noire. Alors, comment est-ce qu'on faisait circuler les informations à l'époque? Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ils avaient autre chose. Ils avaient les errants, les mendiants, les saltimbanques, les colporteurs, les diseurs de bonne aventure, les battleurs, les bonimenteurs, même les petits voleurs à la sauvette, ils étaient tous acquis à la cause des paysans. Et comme ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre, c'est eux qui ramenaient l'information. Et donc, ils avaient décidé que dans chaque localité, de part et d'autre, il y avait 2 ou 3 meneurs qui encadreraient les gens. Alors là, c'est carrément la radicalité totale. Ce soulèvement de masse devait entraîner la destruction et l'éradication de tous les nobles, de tous les seigneurs, les chevaliers, les évêques, les abbés et tous les prélats, sauf le pape et l'empereur. Bon, la date est fixée au 8 septembre. Alors, les premiers soulèvements devaient commencer à Rosheim, puis au Bernay, Milbergheim, Molsheim, Saverne, et on monte, et on monte, et on monte. À Fribourg, une équipe de mendiants devait mettre le feu simultanément au palais épiscopal et aux 3 églises, Saint-Nicolas, Saint-Jean et Saint-Michel. Et là, un des paysans qui était chargé de mettre le feu à une église, il a eu des remords et dit « je ne peux quand même pas faire ça ». Donc, il est allé vendre l'affaire. Et là, les autorités, contrairement aux fois précédentes, n'ont pas ébruité la chose, mais ils ont fait des arrestations. Pratiquement, ils ont décidé le jour où ils allaient faire leurs arrestations. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Jos Fritz a réussi, une fois de plus, à passer entre les mailles du filet. Et à partir de là, on perd sa trace. On ne saura jamais plus ce qu'il est devenu. Il y en a qui ont dit après qu'ils l'auraient vu à Chervillers et à Saverne, mais c'est... Enfin, d'après les historiens,
c'était pas possible. Donc, la condition des paysans. Alors, en 1525, 1524, 1525, il n'y avait pas de disette comme en 1493, et l'Alsace était prospère. Mais, donc ça n'allait pas si mal que ça. Mais en fait, on parlait même du noble pays d'Alsace auquel nulle autre région allemande ne pouvait être comparée. Ce qui pouvait changer la donne, c'est ce qu'on avait dit, les guerres, les mauvaises récoltes, mais aussi, ce que je vous ai dit, c'est les paysans, ils voulaient de la justice et qu'on les considère. Alors, il y avait quand même encore ce qu'on appelle les serfs, donc le servage. Donc, qu'est-ce que c'est un serf à l'époque? À ne pas confondre avec un esclave. C'est l'état d'une personne attachée à une terre qu'elle cultive à un domaine qu'elle ne peut quitter. Cette personne est la propriété d'un maître. Elle ne peut pas entrer dans le clergé ni témoigner en justice. Elle ne peut se marier sans autorisation de son maître ni transmettre ses biens. Et ne peut quitter la seigneurie. Les serfs ne pouvaient pas être achetés, ne pouvaient pas être vendus ou échangés individuellement. Pour se marier, le serf devait payer un impôt à son maître, qui s'appelait le fort mariage, et à sa mort, la famille du serf devait payer à son seigneur un autre impôt, le plus horrible qu'on puisse imaginer, s'appelait rien que le nom, la main morte. Et quand le seigneur arrivait, très généralement, quand un serf pouvait avoir une vache dans son étable, c'est avec celle-là qu'il partait, qu'il y ait des enfants en bas âge ou non. Alors, la main morte. Donc, question intéressante, j'ai cherché, quand est-ce que le servage a été aboli en France? 1779, non 10 ans avant la Révolution. Et en Allemagne, là je suis tombé des nues, en 1861. Voilà. Donc, les paysans, ils en veulent au clergé, à la noblesse, mais pas à tous. Ils en veulent surtout aux moines, aux moniales, aux monastères, abbayes, couvents, prieurés, etc., qu'ils considèrent comme des accapareurs. Alors, deux exemples qui sont absolument révélateurs de la situation. L'abbaye de Neubourg, elle se situe entre Haguenau et Pfaffenhofen. Donc elle a été créée en 1133. 10 ans plus tard, elle est tellement riche qu'elle crée, donc ils envoient 12 moines à Maulbronn pour créer Maulbronn, c'est en Allemagne. 10 ans plus tard, ils créent une à Braunbach, à Schöntal, et dans l'outre-forêt en France, en Alsace, à Königsbrück. Alors, les moines ont eu des donations extraordinaires. Le comte Reinbold de Lützelbourg leur a donné un domaine à Suftenheim et un tiers de la forêt de Haguenau. La forêt de Haguenau, en fait, la forêt de Haguenau, elle va de la Bonsenau jusqu'à Sarreguemines. Voilà. En 1525, pour faire court, Neubourg possède des terres dans 75 localités qui s'étendent de Bitsch à Molsheim et de Saverne au Rhin. Ils avaient 24 granges où ils stockaient ils stockaient leurs biens. Quand les paysans vont rentrer dans l'abbaye de Neubourg, ils vont trouver dans les caves 400 000 litres de vin, wow. 400 000 litres de froment, de blé. Et en fait, des richesses, qu'est-ce qu'ils faisaient, les moines? Quand les récoltes étaient bonnes, ils les gardaient. Mais quand les récoltes étaient mauvaises, et que la 17, c'est là, ils spéculaient. Et donc, ils revendaient à 2, 3, 4 fois. Et ça commençait quand même tout doucement à devenir insupportable. L'autre, voilà, l'autre, ça c'est, tu peux mettre la suivante. L'autre, c'est quelques centaines de mètres d'ici, c'est Altorf. Alors, entre Ducklenheim et Dorlisheim. Alors, elle a été fondée au Xe siècle par... Alors, je vous ai oublié de vous dire que dans l'abbaye de Neubourg, combien de moines? 14. Non. 14. Altorf, donc, elle a été créée au Xe siècle. Rien qu'à Altorf, les moines possédaient 1615 arpents de champs, 186 de prés et 274 de forêt. Alors, un arpent valait, à l'époque en Alsace, 20 arts. Donc 2000 mètres carrés. Donc ils avaient rien qu'ici 400 hectares. Droits de chasse, de pêche, de glandés, un moulin, des droits de préemption lors de la vente de terre. Ils possédaient des vignes à Dangelsheim, Griesheim, Hermelsheim, Wegen, ça c'est des villages qui ont disparu, Börsch, Dombach et Dorlisheim.
3 moulins à Dahlheim, Eichhofen, Volksheim, des biens divers des champs, dans 77 localités. Et enfin des rentes dans 15 autres villages et bourgs, sans oublier des biens immobiliers à Strasbourg même. Donc ils avaient dans leur magasin de quoi nourrir toute l'Alsace pendant des mois. Combien de moines? 4. Qui ne se supportaient pas. Alors, samedi dernier, on a fait notre avant-dernier spectacle, on était à Châtenois. Et à la sortie, il y a un monsieur qui est venu, il me dit, bon, c'était bien ce que vous avez fait, mais la caricature sur les moines, non, il ne faut pas déconner, ils n'avaient pas tout ça. Et puis, ils avaient quand même l'esprit un peu de l'évangile pour donner. Alors, à côté de moi, heureusement que j'avais à côté de moi Gabriel Breuner, et puis j'ai expliqué à ce monsieur que il y a un chanoine en Alsace, il est mort maintenant. Il a écrit, c'est Robert Borner. Je pense qu'il a dû passer une grande partie de sa vie. Il a écrit l'histoire des monastères, mais alors d'une précision chirurgicale, je ne vais pas dire diabolique, chirurgicale. Et pour un chanoine. Et en fait, c'est 7 volumes, 7 bouquins, 4500 pages. J'ai tout puisé là-dedans, j'ai rien pas inventé, j'ai expliqué ça à cet homme. Donc, il a fini par le croire. Voilà quelle était la situation. Et puis, c'était pas les seuls, hein. Il y en avait bien d'autres. En fait, la première des priorités à ceux qui en voulaient le plus, c'était effectivement aux moines et au monastère. D'ailleurs, la première chose qu'ils vont faire quand ils vont arriver, enfin, je vais y venir, ils vont chercher dans les armoires fortes tous les documents, ou soi-disant qui étaient leur propriété, pour les brûler, pour qu'après, ils ne puissent plus y prétendre. Alors, si le premier Bundschuh a lieu en Alsace, comme on a vu en 1493, la guerre des paysans va se dérouler dans diverses régions, réparties dans 5 pays européens. En Allemagne, en Souabe, Bade, Palatinat, Hesse, Thuringe, voilà. Un grand absent, la Bavière. La Bavière est restée fidèle à son duc qui était ultra-catholique. Dans le Tyrol, donc en Autriche, dans le Tyrol, dans le pays de Salzbourg et en Carinthie. En Suisse, dans le canton de Bâle, Berne, Lucerne et le Grison. En Italie, dans le Trentin et le Haut-Adige, et en Alsace, donc en Moselle, et un peu en Franche-Comté. Donc en 1524, les troubles ils commencent en Allemagne, du côté de Nuremberg, puis à Mühlhausen, près d'Erfurt. Alors, en octobre, les paysans se soulèvent près de Stühlingen. Peu de temps après, 3500 paysans sont en route pour aller du côté de Fribourg. Et d'autres bandes commencent à se créer. Donc, tous ces soulèvements sont suivis de très près par les paysans alsaciens et mosellans, et surtout par leurs chefs qui sont en contact entre eux depuis fort longtemps. Donc, début mars 1525, ces 3 bandes vont envoyer 50 représentants à Memmingen en Souabe. Pourquoi? Pour rédiger ce qu'on appelle leur doléance. On appellera ça leur doléance, ce qu'on appellera en 1788 les doléances. Ils vont rédiger en 12 articles. Donc, 10 jours plus tard, ces articles-là arrivent en Alsace, chez les chefs de bande, de nos paysans à nous, et ils vont devenir le pivot de la guerre des paysans. Leurs revendications, ils sont pour la première fois formulées de manière uniforme et fixées par écrit. Donc on a les mêmes, ils ont exactement les mêmes revendications qu'il y a en Autriche, en Suisse, ça fait le tour, et ils les ont tous adoptées. Alors, quand même, si vous permettez. La première des revendications, comme je vous ai dit, elle a trait à la religion. C'est chaque commune doit pouvoir choisir elle-même ce pasteur, c'est-à-dire son curé, qui devra prêcher l'évangile clairement, sans autre interprétation humaine, puisque les Écritures saintes disent que nous ne pourrons venir à Dieu que par la vraie foi. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant toute cette période, les paysans vont faire continuellement référence à la Bible et aux évangiles. Et donc, c'est la première revendication. La deuxième, c'est que les pasteurs devraient être payés sur la grande dîme, et tout excédent devrait être utilisé pour les pauvres du village et le paiement de l'impôt de guerre.
Donc, suppression de toutes les autres dîmes et taxes. Troisième, plus de servitude, plus de serfs. Vu que le Christ nous a tous rachetés en versant son sang. Ouais, Quatre, liberté de chasse, de pêche, car lorsque Dieu créa l'homme, il lui donna le pouvoir sur tous les animaux de la terre, l'oiseau dans les airs et les poissons dans l'eau. Encore une référence à la Bible. 5. Liberté de bois et glandés et retour des communaux. Alors les communaux, qu'est-ce que c'est? C'était des terres qu'il y avait dans chaque village et où les paysans pouvaient emmener, c'était des terres qui appartenaient à tout le monde. Et on pouvait aller faire paître ces bêtes. Sauf que, dans 90% des cas, les seigneurs ou les monastères, les prieurs, s'étaient accaparés ce droit. 6. Retour à une organisation plus juste des corvées, car elles augmentent de jour en jour. Oui. 8. Rétablir l'équité entre propriétaires et locataires afin que le fermier ne fasse pas son travail en vain, parce que chaque journalier est digne de son salaire. 9. Rétablissement du droit ancien, le droit divin et la réforme de la justice. Et le 10e, suppression de l'impôt de la main morte. Plus jamais les veuves et les orphelins ne devraient être honteusement volés, ce qui est contraire à Dieu et à l'honneur. Et alors, la 12e, moi je la trouve magnifique, celle-là, elle dit ceci: si un ou plusieurs de nos articles ci-dessus n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, nous voulons bien les retirer si cela nous est expliqué sur la base des Écritures saintes. Et si jamais nous devions autoriser un certain nombre d'articles maintenant, et qu'on constaterait par la suite qu'ils étaient erronés, alors ils devraient être rayés et devenir caducs. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très... aujourd'hui, avec le recul, 500 ans après, je ne pense pas qu'on ferait une révolution, même 240 après, les Français ne sont pas basés sur la Bible. Il y a un autre aspect dont il faut impérativement parler, absolument parler, c'est la place de l'ami Luther. Alors, on a souvent dit que c'est Luther qui était à l'origine de la guerre des paysans. Alors, cette idée est fausse. Il n'est plus défendu par aucun historien, ni français, ni allemand. Lorsqu'éclate le premier Bundschuh en 1493, Luther a 10 ans. Luther, il entre en scène le 31 octobre 1517, donc après les 4 Bundschuh, lorsqu'il placarde ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, donc, qui portait sur les indulgences et le purgatoire, entre autres. Alors, qu'est-ce que c'était à l'époque? Pourquoi il a fait ça? À l'époque, il y avait énormément dans les villes universitaires, il y avait des débats. Donc, on lançait un sujet et on donnait un débat qu'on appelait d'ailleurs disputatio. Et donc, cette affaire, il attendait juste que un autre camp ou un autre quelqu'un d'autre disent non, allez, on se retrouve à tel endroit, à l'université, et on va en débattre. Moi, je suis contre toi par rapport à ce que tu dis. En fait, finalement, cette affaire a été montée en épingle avec toutes les conséquences qui en sont suivies. Alors, il avait raison sur une chose absolument, la réforme de l'Église était absolument nécessaire. Mais cette réforme aurait dû venir de l'intérieur, d'elle-même, mais elle ne l'a jamais été. Donc, il est invité à venir s'expliquer chez le pape Léon X. Alors, il sent bien que s'il y va, il ne reviendra peut-être plus. Donc, il refuse d'y aller. Et le 3 janvier 1521, le pape Léon X l'excommunie. Là-dessus, le pape s'adresse à l'empereur Charles Quint. Et Charles Quint le convoque à la Diète de Worms en avril 1521. Et il lui donne un sauf-conduit aller et retour. Alors, il y va. Et c'est, si vous lisez un peu ce qui se passe, ce que les historiens et les chroniqueurs de l'époque, le premier jour, il est là, comme hébété, il ne se défend absolument pas. Alors l'empereur lui laisse une chance, pour le deuxième jour, pour qu'il s'explique, et après qu'il se rétracte. Et le deuxième jour, il arrive, alors ses amis qui étaient avec lui, ils ont dû le booster pendant... Attends, tu vas aller au casse-pipe, il faut que tu te défendes. Et effectivement, le lendemain, il se défend. Et donc, il refuse de se rétracter. Et
quand c'est fini, il rentre, il prend son cheval, et comme il a un sauf-conduit, et donc l'empereur le met au banc de l'Empire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous êtes, à l'époque, excommunié et mis au banc, c'est que vous n'existez plus. Vous n'avez plus d'identité, vous êtes moins qu'une bête. N'importe qui a le droit de vous tuer sans jamais être inquiété. Donc il savait, alors il reprend ce sauf-conduit et il rentre. Mais il se passe un truc, c'est le duc de Saxe, je cherche son nom, le duc de Saxe, bon bref, il a une équipe de cavaliers et il le kidnappe. Il le kidnappe et il l'emmène, donc Frédéric le Sage, voilà. Et il l'emmène dans son château à la Wartburg, près d'Eisenach. Et là, il va le garder pendant 10 mois, à l'abri de tout ce qui pourrait lui arriver. Et c'est là que Luther, il écrit son chef-d'œuvre, ce qu'il faut l'appeler comme ça. Il traduit le Nouveau Testament, donc, en allemand. Alors, on peut se poser la question, quel était l'intérêt des nobles? Et beaucoup de nobles ont pris le parti de Luther. En fait, ils étaient pour lui, beaucoup, la quasi-totalité, mais pas pour raison de foi. Ils se sont dit, si on arrive à gratter à foutre les moines et tous ces gens-là, si on arrive à les foutre dehors, et vous vous rendez compte tous les biens qui nous attendent. C'était mercantile. Donc, Luther et les paysans, qu'est-ce que ça donne? Alors, au début, Luther est sensible à certaines revendications paysannes. Et il renvoie les nobles et les paysans dos à dos. Alors, il s'adresse aux nobles et il leur dit, vous êtes des salauds. Vous vous êtes juste donné la peine de naître. Vous ne foutez rien. Et vous exploitez ces pauvres paysans comme c'est pas permis. Et puis il se tourne vers les paysans et dit, et vous ne valez pas mieux. Parce que Dieu a créé une hiérarchie sociale, et donc vous n'avez pas le droit vous avez prêté serment, et donc vous n'avez pas le droit de vous révolter contre vos seigneurs. Et là, mais lorsqu'il voit les dévastations des châteaux et monastères par les paysans, il prend fait et cause pour les nobles. Et donc, en mai 1525, il a écrit 2 traités contre les paysans émeutiers, un texte d'une violence inouïe. Inouïe. Tuez-les tous, à qui mieux mieux. Enfin, il donne les détails. C'est absolument... voilà. Après, plus tard, il s'en prendra aux Juifs, qu'il dira aussi, von den Juden und ihre Lügen. Et en fait, il s'est complètement désolidarisé et il s'est mis un peu en marge de tous ces pauvres paysans. J'ai lu en 2017, quand il y a eu les 500 ans, l'Allemagne a énormément commémoré les 500 ans donc des articles qu'il avait placardés à Wittenberg. Ils avaient fait beaucoup d'expositions et des émissions télé. J'ai assisté à 2, une sur Arte et une sur SDF. Mais il faut dire aussi que les pasteurs protestants allemands, ils n'étaient pas tendres avec lui. Et comment un homme qui a traduit de manière aussi brillante le Nouveau Testament, qui est donc pratiquement on parle d'amour pour le prochain à chaque page, comment est-ce qu'il a pu sombrer? Alors il aurait eu effectivement des remords vers la fin de sa vie, mais lui-même ne l'a jamais écrit. Donc voilà en ce qui concerne la partie importante, parce qu'on a souvent dit que c'est lui qui était l'instigateur. C'est sûr qu'après, quand il a écrit, les paysans se sont sentis soutenus par lui. Mais après, il les a trahis d'une façon quand même qui n'était pas... On m'a reproché samedi dernier, un monsieur est venu pour me dire que je n'avais pas le droit d'être aussi critique envers Luther et que j'attaquais la religion. J'ai dit non, je regrette. À aucun moment, j'ai dit, cher monsieur, ce soir, si vous rentrez, ou demain matin, allez simplement sur Google, vous tapez 1525 guerre des paysans et / Luther, et
il y a des pages entières. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Alors, le soulèvement en Alsace et en Moselle, allez, on y arrive, tu peux mettre à la suivante. Il a lieu, d'abord, il est minutieusement préparé. Donc, il a lieu le lundi de Pâques, le 17 avril 1525, simultanément dans pratiquement toutes les parties de l'Alsace. Altor, donc Neubourg, Stephansfeld, Eberswalder, Clébourg, et là, le plus important, il arrive, c'est ici. Donc, à Dorlisheim, Molsheim, et où tous se donnent rendez-vous à l'abbaye d'Altorf, qui est complètement saccagée et brûlée. En tout, ils vont se former 13 bandes. Voilà. Alors, elles ne sont pas toutes là-dessus. Donc, en total, ça va représenter 100 000 hommes. Alors, je prends juste un pays, le mien, par exemple. Dans le pays de Vitch, il y a 8 000 paysans qui se sont soulevés d'un coup. Alors, une des parties, donc ils étaient trop à 8 000, une partie va rejoindre les troupes, les Alsaciens du côté de Herbitzheim, où il y avait effectivement un monastère qui est pillé, et l'autre va dans le Palatinat. Alors, eux, rappelez tout à l'heure, on avait parlé des Maillotins. Eux, ils s'étaient donné un nom, alors c'était les plus virulents. Les plus virulents parce que leur comte, Reinhard de Pitch, de Pont, était exécré par toute la population. D'ailleurs, quand il va se réfugier après chez le duc de Lorraine, il emmène avec lui sa garde rapprochée, je crois qu'il était 6 ou 7, et dit au duc de Lorraine, ce sont les seuls qui me sont restés fidèles. Donc, ceux qui sont soulevés, les 8000, alors, ils s'étaient tondus les cheveux. Ils appelaient d'ailleurs, ils se faisaient appeler les tondus. Ou encore de Kolbenhaufen, le maillot. Donc, c'était Kolben, c'est un grand maillet en fer pour casser des murs. Enfin. Et donc, Sturzelbronn, ils ont passé par Sturzelbronn, il ne restait plus pierre sur pierre. Ensuite, ils sont allés en Pays de Bade. Il y a 2-3 châteaux qu'ils ont complètement ruinés. Et en fait, c'est eux qui vont venir après, vont rejoindre la bande de Clébourg et vont revenir vers Lückstein. Alors, on en viendra. Donc, comme l'a dit Guy tout à l'heure, leur slogan, voilà, c'était « Vivre ensemble dans un nouvel ordre ou mourir ». Les révolutionnaires de 89 prendront « Vivre, libre ou mourir ». Alors, l'affaire était vraiment très, très, très bien préparée et du 4 au 11 mai, toutes ces bandes, tous les chefs de bandes se retrouvent ici, ils se retrouvent à Molsheim. Et où ils élisent à leur chef comme capitaine général Erasme Gerber. Donc, dans le film dont tu as parlé tout à l'heure, effectivement, qui est visible sur France Télévisions, le dessin qui a été fait de Gerber, j'ai pas aimé. Il était un peu... Non, alors, ouais. Alors, en fait, on ne sait pas grand-chose. Il était un sujet de l'évêque. Est-ce qu'il était serf? Certains le disent, d'autres ne pas. Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il était grand, très grand. Et Voltaire, je parlerai après de Voltaire, a dit qu'il était très fort, presque obèse. Mais il était impliqué à fond dans cette révolution, et surtout, il était très croyant. Quand on prend les messages qu'il a envoyés, ses lettres à tout le monde, ça commence toujours dans la paix du Seigneur, dans la paix du Christ, salut, fraternité. Enfin, c'est un homme qui avait... ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait jamais vraiment su ce qu'il est, ou que des écrits importants aient été faits sur lui. Mais on ne savait pas non plus grand-chose. Il devait être quand même assez, comment dire, c'est pas le gars qui criait très fort non plus, hein. Il était très discret. Mais il a fait l'unanimité auprès de tous les chefs des bandes. Et donc, voilà. Alors on peut se dire, tiens, mais est-ce que les autorités, parce que là, ils vont démarrer, donc, quand ils vont démarrer, les autorités sont consternées et totalement impuissantes. Alors on peut se dire, est-ce que les autorités n'avaient pas compris, ou n'avaient pas d'espions, pour savoir que voilà ce qui allait se passer? Alors il y a
donc le comte de Moribond, qui était le représentant de l'empereur à Haguenau, il a envoyé une lettre à toutes les villes de la Décapole en disant, le 1er janvier, il a fait ça, il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quand. Okay. Un autre exemple qui est assez révélateur, c'est vous connaissez Lichtenberg, le comte Hanno Lichtenberg. Vous connaissez le village, il y a le château en haut. Bien. Les habitants il n'y avait pas d'église à Lichtenberg. Tous les dimanches, les jours de fête, les habitants montaient au château et où ils ouissaient la messe et après ils rentraient chez eux. Et puis Philippe de Hanno Lichtenberg, le chef, à un moment donné, il se dit Achtung, un de ces quatre, ils vont monter à la messe et ils vont plus repartir. Donc ils vont me faire prisonnier avec les quelques bonhommes que j'ai. En plus, ils sont de leur bord. Qu'est-ce que je fais? Il leur a construit une église, l'église de Lichtenberg, aujourd'hui au milieu du village, date de 1522. Donc lui, il avait déjà, c'est pour ça qu'il a construit cette église. Elle est même fortifiée, elle est très belle, et elle date de là. Alors quand les autorités locales découvrent que ces paysans, ce qu'ils sont en train de faire, ils crient halte là, mais à qui? Qui pour les arrêter? Donc, il n'y en a qu'un seul, à ce moment-là, qui est capable l'évêque, par exemple, l'évêque de Strasbourg, on ne l'a pas vu pendant toute cette période. On ne le verra pas. Où est-ce qu'il est depuis 1524? Il se trouve, il était suffragant de l'archevêque de Mayence, donc, qui était son supérieur hiérarchique. À Mayence, quand ça a commencé en 1524, l'archevêque l'a appelé, il a dit, et tu viens là, tu vas t'occuper de la défense de mon archevêché. Et il ne reviendra que en 1525, début 1526. Donc, les soldats, les autorités, il n'y a rien, il n'y a personne. Alors on se tourne vers le duc de Lorraine, Antoine de Lorraine. Il est informé de la rébellion qui touche aussi ses propres terres. Parce que le pays de Bitch, on appelle ça la Lorraine germanique. Lui, la Lorraine, à ce moment-là, est un État, avec Nancy comme capitale. Certes coincé entre la France, où ça se passe relativement bien, et l'Allemagne. Le Saint-Empire romain germanique, alors on fait partie, mais c'est une entité à part. Donc lui, il a 2 000, 3 000, peut-être 4 000 soldats qu'il peut recruter autour de Nancy. Mais ça ne suffit pas, eux. Les paysans sont 100 000. Alors, une chose, les 100 000, il n'y a jamais eu 100 000 ensemble. Ils se sont répartis, ça des chefs qui ont fait ça, parce que bon, ça dure, donc ça va durer plus d'un mois. Ils n'auraient pas pu s'absenter tous pendant un mois de leur terre. Ils avaient des bêtes, il fallait qu'ils s'occupent aussi de leur bout de normaux. Et donc, ils faisaient des roulements. Alors, voilà, il y avait tant de milliers qui étaient cette semaine, tant après ils rentraient, ils croisaient les autres qui venaient. Il y avait une organisation, c'était très, 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 très bien fait. Ça, c'est Gerber qui est à l'origine de tout ça. Et donc, il n'a pas assez de bonhommes. Alors, il y a aussi, en France, il n'y a pas grand monde non plus au niveau des soldats. Pourquoi? Parce que notre bon roi François Ier, il a fait la campagne d'Italie, la guerre d'Italie. Il se retrouve à Pavie le 24 février 1525, donc quelques mois avant, une bataille qu'il devait gagner sans aucun problème. Il la perd, il est fait prisonnier. Et il est emmené en captivité en Espagne pendant un an. Donc c'est sa mère, Louise de Savoie, qui dirige la France. Et souvent, j'adore, il y a un slogan en anglais, j'ai lu ça un jour, j'étais en Angleterre, une principale du collège, je l'avais écrit sur sa porte. The right man at the right place is often a woman. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut est souvent une femme. Et c'est beau quand même. Hein? Bon, les hommes, vous avez... Ben oui, oui. Et en fait, Louise de Savoie, la frontière à ce moment-là, avec l'Allemagne, le Saint-Empire et la France, est ouverte. Louise de Savoie, puisque la France est en guerre contre le Saint-Empire. Et Louise de Savoie, elle fait un deal avec Charles Quint, qui lui veut aussi se débarrasser de ses paysans révoltés.
Donc, il dit, on fait une trêve, on ne va pas se battre pendant ce temps. Moi, je vais essayer de régler mon problème dans le Saint-Empire romain germanique, en Allemagne, et vous, pendant ce temps, essayez de maîtriser la révolte paysan. Alors, en fait, Antoine, il appelle au secours son frère, Claude, le comte de Guise, et ils vont donc créer, en fait, ils vont créer une armée avec, qui va aller jusqu'à 12 000 hommes, et constituée de cavaliers, de mercenaires, de diverses origines, des Lansquenets, des Pays-Bas, des Gueldres, des Espagnols, des Italiens, des Stradios albanais, surtout des Allemands, il y a des Alsaciens, il y a des Lorrains, il y a des Mosellans, bref, c'est 13 000, donc ce sont ce qu'on appelle Landsknechten, des Lansquenets. Et il réunit tout ce beau monde à Vic-sur-Seille, et puis, donc dans son armée, alors il y a lui, le duc Antoine, il y a son frère Claude de Guise, qui lui était gouverneur de Champagne, et qui donc va commander cette armée. Il y a son autre frère, le cardinal Jean de Lorraine, qui est aussi évêque de 8 ou 9 évêchés en France. Louis de Lorraine, qui est un évêque défroqué, et qui était à Pavie, qui a été fait prisonnier, et qui a été libéré contre une rançon. Il en manque un à l'appel, c'est François, le plus jeune, 18 ans, qui a été tué à Pavie. Et donc, il est accompagné aussi par Saint-Chamond, qui est l'inquisiteur que le pape lui a envoyé, parce que cette révolte des paysans, pour eux, c'était les luthériens qui arrivent, eux, c'était une croisade. Hein. Ils ont considéré ça comme étant, venir en Alsace était une croisade. Et donc, il y a aussi son historiographe, dont je parlerai après. Alors, ils ont effectivement des canons. Donc, le 10 mai, ils quittent Nancy, donc ils arrivent à Vic-sur-Seille. Le 12, à Dieuze, voilà, non, peut-être aller trop loin. Juste avant, voilà, les Lansquenets, Landsknechten. Alors, c'était des mercenaires qui, sans foi ni loi, la seule chose qui les intéressait, c'était de pouvoir faire des rapides. Donc, le 13, ils arrivent à Sarrebourg, le 15 à Saverne. Les paysans avaient pris donc Saverne le 13. Saverne, ville épiscopale. Et donc, les Savernois leur ont ouvert les portes. Alors, un mot sur la météo. On en parle rarement. Il a fait, dans cette période, et jusqu'à la fin du mois, une chaleur épouvantable. Une canicule comme... les chroniqueurs, ils disaient, on n'avait jamais vu ça. Et le mardi, le 16, ils arrivent donc, je vous avais dit que ceux de la bande de Clébourg avaient été rejoints par ceux du pays de Bitche, et donc ils voulaient rejoindre Saverne. Et donc ils ont été pris en étau, ils étaient suivis par les hommes du duc, et ils se retrouvent à Lückstein. Alors, donc, ils font donc, la bataille de Lückstein. Les paysans sont obligés de se retirer. Ils se retirent où? Ils rentrent dans Lückstein. Le village était fortifié, mais bon, ça, pas assez. Ils y ont mis le feu. Les habitants se sont réfugiés dans l'église. Les paysans aussi. Ils ont tous ont été brûlés vifs. C'est le premier Oradour-sur-Glane alsacien connu. Moi, je le comprends ça. En fait, pourquoi est-ce qu'ils se sont réfugiés dans l'église? Parce que le droit ancien qui est remonté au Moyen-Âge disait que quand on était poursuivi en justice, même qu'on avait fait des délits ou un crime, quand on se réfugiait dans une église, on avait au moins la vie sauve pour avoir, dans l'espoir d'avoir un procès équitable. Et on ne tuait personne dans une église, c'est la maison de Dieu. Et ben, eux, ils n'en avaient que vers. Donc, les femmes et les enfants, les vieillards ont pénétré dans l'église, et les autres, ils ont mis le feu, tout le village a brûlé, 4000 morts. Donc, là, la nuit, cette nuit-là, alors la foudre, l'après-midi, ça a eu lieu à 4 heures de l'après-midi. Il y a eu un orage d'une violence inouïe, il a fait il a presque fait noir. La foudre est tombée sur Saverne, avec une telle violence que
est tombé sur la porte, une des portes, la porte de Strasbourg, hein, a décelé des pierres qui sont tombées, a tué 3 gardes. Donc ça devait, c'était, alors bien sûr, le frère, le cardinal et puis Louis de Lorraine, ils sont mis à genoux, dit Dieu est avec nous, regarde les paysans. Bon, la nuit même, Erasme, il dit bon, c'est pas la peine, on va s'arranger avec le duc. Il me laisse la vie sauve, on rentre chez nous, on va discuter. Effectivement, le duc Antoine, il est d'accord, mais il sait aussi que, et parce que Erasme, il sait aussi tous les milliers de morts qu'il y a eu, donc à Lubstein, c'est à côté, hein, à quelques kilomètres. Et là, ils se mettent d'accord, donc le lendemain, les paysans doivent sortir de la ville de Saverne, entre des haies de Lansquenet, avec un bâton blanc, sans armes. Ok. Et donc, quand ça commence, alors, il y a 2 versions. Les uns disent que ben, c'est un paysan qui aurait provoqué un Lansquenet, les autres c'est un Lansquenet qui a provoqué un paysan, un mot dans l'autre. Bon, de toute façon, les Lansquenets avaient intérêt à engager le combat, ne serait-ce que pour la rapide. Donc, ils ont commencé à les massacrer, le seul responsable de l'histoire, c'est le duc de Lorraine. Il a perdu le contrôle de ses hommes. Et donc, ils ont passé, les Lansquenets ont commencé à les tuer, ils ont couru, les paysans ont couru vers Saverne, suivis par les hommes d'Antoine. Donc, c'était un massacre dans tout Saverne. Saverne a brûlé. Voilà. Les paysans, et là, combien sont morts 10 000, 12 000, à peu près. Et donc, là-dessus, alors, oui, je n'ai pas vu, on avait Saverne. Bon, c'est une gravure, mais le seul intérêt, c'est qu'il y a marqué Haute-Savon. Voilà. Donc, le lendemain, le 18, le duc ramène son armée, il va à Marmoutier, et pour justifier aussi l'intervention, Marmoutier, un 5e, rappelez-vous ce que je dis, un 5e lui appartient. Le vendredi, il est à Dachstein, et le samedi, il arrive à Chervillers. Alors, où les paysans du sud de l'Alsace font barrage. Ils arrivent à 4 heures de l'après-midi. Quand les premiers soldats de l'armée lorraine arrivent en vue de Chervillers, les derniers sont encore à Ipfig. Vous voyez un peu. Et là, le duc de Lorraine, il dit, et c'est samedi, on est tous crevés, parce qu'ils ont fait tout ça à pied. Hein, donc, on est crevés, les hommes sont crevés, on fait ça, on reporte la bataille au lendemain. Et c'est là que les capitaines lansquenets allemands sont allés le voir et ont dit nein. Et on sait qu'il y a quand des paysans, il y en a des milliers qui sont encore en route du Sungo, qui sont en train de remonter. De toute façon, cette nuit, personne ne dormira, avec les cris, les chants des uns et des autres, personne ne dormira. On y va, on attaque tout de suite. Et donc, ils ont convaincu le duc, et donc ça a commencé. Alors, les paysans avaient des canons du côté du vignoble, et quand ils sont arrivés, ils avaient environ 500 lansquenets aussi, hein, qui avaient des lansquenets qu'ils avaient payés, hein, qui payaient. Mais les autres étaient, donc, qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez beau avoir 10, 12 000 paysans, ils n'avaient pas les armes, en face il y avait des soldats de métier. Et donc il y a eu plusieurs poussées, et finalement, à 10 heures du soir, les paysans étaient vaincus. Beaucoup ont été massacrés sous les murs de Sélestat, pour la simple et bonne raison que quand les paysans ont vu que c'était perdu, ils ont couru vers Sélestat, et Sélestat a fermé ses portes. J'ai rencontré le maire Bauer, il m'a dit, moi je l'aurais ouvert. Mais bon, voilà, c'était... Donc, voilà, je lui ai raconté cette histoire. Et donc, le duc, il a passé la nuit sur le champ de bataille. Le lendemain, il a rassemblé ses hommes, et ils ont par le Val de Villers, et ils sont partis, et ils sont rentrés. Alors, le dimanche matin, ils sont rentrés par le Val de Villers, ils sont rentrés les paysans lui ont encore fait des misères dans l'école, parce qu'ils avaient coupé des arbres et mis en travers. Donc, qu'est-ce qui s'en est suivi? D'abord, une répression.
Et le mot d'ordre, c'était: vous avez transgressé votre statut de sujet et votre serment de soumission. Vous avez défié vos maîtres, désormais vous méritez les punitions les plus sévères. Alors, il y a encore eu une centaine d'exécutions de meneurs, mais les seigneurs se sont dit: mais on va renflouer nos caisses. Donc, ils ont condamné aux amendes, alors des individus qui étaient, mais aussi collectivement des villages entiers. Donc, par exemple, le seigneur de Beach-de-Pont a distribué des amendes collectives aux villages de sa seigneurie, au prorata du nombre d'habitants. Alors, Reichshofen a payé 150 florins. À l'époque, Reichshofen faisait partie de Beach-de-Pont. Donc, et ainsi de suite. Alors, à Ribeauvillé, juste donner un état de Ribeauvillé. À Ribeauvillé, on sait exactement combien de paysans ont participé à la bataille de Chervillers et combien sont morts. 102 Ribeauvillois ont été tués lors de la bataille de Chervillers. La liste nominative a été établie avec exactitude, non pas pour leur rendre un hommage à titre posthume, mais pour saisir tous leurs biens au profit du bailli. Ce dernier a de plus condamné ses sujets à lui verser 3500 florins pour les dégâts causés. Les religieuses d'Alsbach, dont le prieuré a été mis à mal par les paysans, ont saisi la justice pour être indemnisés. Le dossier a voyagé d'Ensisheim à Innsbruck, parce qu'elle faisait partie de... pour revenir et végéter pendant des années en Alsace. Le procès s'est terminé en 1539, 14 ans plus tard. Et les habitants de Ribeauvillé et des localités environnantes ont été condamnés solidairement à payer aux religieuses la somme de 5175 florins. Je vous rappelle que 4 florins par mois touchaient un lansquenet et un journalier gagnait 30 florins par an. Voilà ce que peut dire à peu près nous, ce qui concerne l'histoire. Et quelques petits mots sur le roman. Alors, quand j'avais écrit mon premier roman, Niklaus Windel, je me suis, l'année prochaine, je crois, va faire 20 ans. Il se vend toujours, c'est assez étonnant. Il se vend entre 120 et 150 exemplaires par an. C'est l'éditeur qui me dit ça. Et je me suis retrouvé à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, pour dédicace leur salon du livre. Et donc, j'étais avec d'autres à table. Il y avait une allée, et en face, il y avait un monsieur. J'ai quand même regardé au début plusieurs fois si c'était bien lui, mais il y avait son nom, Jean d'Ormesson. Waouh! Waouh! Alors, tu es là le vendredi après-midi, le samedi, toute la journée, le dimanche. À un moment donné, tu te lèves, et puis il faut quand même se dégourdir les pattes. Le premier qui a fait le geste, moi, je ne vous ai pas, c'était lui qui est venu. Et donc, alors c'était un homme exquis. Un homme, waouh! Bon, il n'a jamais travaillé dans sa vie, mais il a écrit. C'est les détracteurs qui disent ça. Voilà, mais c'est un homme. Et de temps en temps, il prenait le bouquin, je voulais lui offrir. Il me dit: Monsieur Charlie, je n'aurai pas le temps de le lire de toute façon. Et quand il a vu roman historique, il me dit: je vais vous donner ma définition du roman historique. Il m'a dit: l'histoire est un roman qui a existé. Et le roman est une histoire qui a pu exister, qui aurait pu exister. Voilà la différence. Et vous pouvez tourner ça comme vous voulez, il avait parfaitement raison. La définition est exacte. Donc, si vous voulez, je vous ai parlé là, un peu du déroulement, en gros, comment ça s'est passé, cette guerre des paysans. Maintenant, de là à faire un roman, alors, j'ai mis 5 ans pour le faire. Mais j'ai à peu près tout lu ce qu'on peut écrire sur ce qui a été publié sur la guerre des paysans, en langue française, en allemand, en gothique, à l'envers ou à l'endroit. D'abord, il a fallu commencer par lire. Et je vais vous raconter une histoire vraiment marrante. Pendant le confinement, et je voulais impérativement raconter à partir de 1493 les différents bonjou. Parce que tous les romans que j'ai lus, ils commençaient tout de suite en 1524, mais peut-être 2 mots avant, mais il faut voir la progression aussi qu'il y avait dans les bonjou. Et donc j'ai vu sur Internet qu'il y avait
bouquin qui s'appelait Die Erhebung von den Bauern, et effectivement, c'était du Bundschuh. Donc, je l'ai commandé chez Amazon. Oui, écoutez, j'ai commandé des bouquins. En gros, je dépense environ 1000-1500 € par an en bouquins. J'ai eu des soucis avec tous les Français, avec Amazon, jamais. Jamais, non mais, ouais. Et donc, voilà, je le commande, le bouquin, 150 €. OK? Je le paye. Et la poste marchait quand même pendant le Covid. Je reçois un bouquin extraordinaire avec une lettre. C'était un prof de fac de Leipzig qui le vendait. Et donc, il a vu Frankreich, Charles Dames, Frankreich, et il me met une petite lettre, il me dit: Was kann und will ein Franzose mit einem solchen Buch anfangen? Texto! Je lui ai répondu: Wenn ich so weit bin, werde ich Ihnen etwas mitteilen. Voilà. J'ai écrit le roman, et donc, quand c'est fini, alors il ne lit pas, j'avais compris qu'il ne lisait pas, qu'il ne comprenait pas le français, donc j'ai mis sur, je lui ai envoyé la couverture, et la 4e de couverture, avec les mots de Breuner, Bischoff, Schwinn, Kovar et Vierling, et donc, et traduit. Et j'ai traduit donc avec Bible, ouais, et il m'a répondu, il m'a quand même, non, il m'a dit Wunderbar. Voilà, et puis, bon, voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est moi ce qui m'intéressait, et le roman, dans ce roman, c'est les faits historiques. C'est pas la peine où on peut en revenir dessus, mais les batailles et tout ça, dire qu'ils ont été tués comme ça, dire qu'ils ont été... Non, on le sait, il y en a eu combien, 25, 30 000, voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était donner une photographie de la société de l'époque. Donc, j'ai pris 3 frères. Alors, le père a fait le Bundschuh en 1493. Il était clerc de notaire, et on lui a coupé les 2 doigts. Enfin, les 4 doigts aux 2 mains. Donc, il ne pouvait plus être clerc. Et donc, sa femme a un oncle qui est Augustin à Truthenhausen. Vous connaissez Truthenhausen, Heiligenstein. Et donc, le roman, il va se passer là, le début. Alors, un des frères, déjà le nom Heidorf, je n'ai pas choisi au hasard, c'était le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Voilà. Et donc, les 3 frères, alors, il y a Stefan, qui lui va... Je ne vais pas vous raconter ce qu'ils font, parce que sinon le roman, l'intérêt. Mais lui, il va être plutôt voir la vie du côté des paysans. Il y a son frère Fritz, qui va faire ses études à l'école latine. Il va faire des études à Bâle, il va aller à Rome, il va voir au Vatican le service des rémissions germaniques, on appelle ça, c'est le bureau des indulgences. Hein. Il va rencontrer le Guillaume de Hohenstein, qui va lui donner, qui était donc l'évêque, qui va lui donner comme mission de faire un tour à l'officialité. Et puis il va rencontrer aussi Strasbourg, Mathieu Zell, Busser, Capito, ces hommes qui vont créer, donc, qui vont lancer la réforme à Strasbourg. Et le dernier, c'est Johann. Alors, Johann, il assiste son père. Donc, le père est porcher. Donc, puisque c'est tout ce qu'il peut faire, donc il emmène les cochons du prieuré. Truthenhausen est un prieuré, à la Glandée, bref. Et donc, lui, il attend la mort de ses parents. Donc, le plus jeune fils, c'est Johann. Et en fait, pendant toutes ces années où il travaille avec son père, il s'amuse avec une fronde et avec des couteaux, et il devient un expert dans la matière. Et donc, lui, il va se retrouver avec François Ier à Pavie. Il va revenir, et en fait, et avec l'armée du duc de Lorraine. Et en fait, alors, est-ce que les 3 frères vont se rencontrer après? Il y a des chances. Mais voilà, ceux qui vivent, et ça, pour moi, c'était hyper important dans la mesure où ça donne quand même une image absolument fidèle de ce que c'était que la société à l'époque, et à travers eux, et avec ce qu'ils vivent, on comprend
On comprend cette révolte qui gronde et qui va se terminer donc, et qui va se terminer dans le sang. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça vous a plu, si c'était convaincant. Alors, quand je l'ai sorti, avant de le sortir, je l'ai quand même envoyé je les ai contactés d'abord, Gabriel Breiner, Georges Bischoff, qui m'avait déjà écrit la 4e de couverture de Pedrans. Et j'ai aussi rencontré Jean-Jacques Schwinn, qui est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Lui, c'est plus spécialisé dans l'archéologie. Bon, Jean-François Couvard, je ne sais pas si vous le connaissez, mais président de l'Université populaire. Ouais. Et Evelyne Ferling, qui est une chroniqueuse littéraire. Voilà. Donc, ils l'ont lu. Alors, je les ai rencontrés en 2 groupes, mais ça, on était ensemble pendant 4 heures, mais on aurait pu y passer la journée. Donc, ils avaient des questions. Où ça, tout le monde dit, bon, tous sont accordés à dire que, voilà, c'est un formidable travail, bon, 5 ans, mais j'ai essayé d'aller au fond des choses pour tout ce qui est historiquement est vrai, mais tout ce qui est raconté par les 3 frères Heidorff aurait très bien pu l'être. Après Jean, notre ami Jean d'Ormesson. Voilà. Voilà, maintenant si vous avez des petites questions. Merci beaucoup Charlie. Pour ne rien vous cacher, j'ai lu le livre et c'est ce qui m'a évidemment incité à faire la conférence de ce soir. Je suis très intéressé par la guerre des paysans depuis fort longtemps et je l'ai vraiment senti, compris. Il m'a vraiment traversé lorsque j'ai lu le bouquin. Je ne vais pas faire de la bonne pub là pour Charlie, mais c'est une réalité. Lorsque vous le prenez en main, vous ne le lâchez plus. Et quelques semaines après, vous le reprenez parce que vous n'avez pas tout compris. Et c'est la même chose pour Niklaus Findel et pour l'autre sur la guerre de 30 ans. Malheureusement, il n'est plus disponible. Il sort en janvier. Il sort en janvier. J'ai récupéré les droits et je les ai donnés à la Nuée Bleue. Il sort en janvier. Voilà. Il faut dire que Charlie Dame a aussi d'autres passions. J'ai parlé tout à l'heure des bandes dessinées. C'est aussi un grand spécialiste des malgré nous. Il a même écrit une bande dessinée sur le tennis, sujet qui m'intéresse particulièrement. Il est vraiment très éclectique. Il a écrit quelque chose sur la Brapa. Il a vraiment l'histoire de la Brapa. L'histoire de la Brapa. Créée par un Mosellan. Tu vois, ils font des choses bien, les Mosellans. Et Théo Braun, originaire de Romba. Et mort tragiquement pendant les vacances. Ouais. Donc, je vais me taire maintenant et je vais vous donner la parole. Je pense qu'il y a plein de questions. J'espère pas trop. Allez-y, et puis après on ira tous boire une bonne bière. Qu'est-ce qu'ils ont la première question? Le verre, évidemment. Donc, l'auteur m'a demandé de lui poser une question tout à l'heure. Ouais. Je vais la poser en deuxième question. La première question, et il y a une chose historiquement qui m'étonne beaucoup. Il y avait un surnombre par mai. L'armée du duc de Lorraine, c'est 12 000 personnes. Avec des militaires professionnels, mais pas forcément que non plus que des militaires professionnels, mais les paysans étaient infiniment plus nombreux, et pourtant ils se font massacrer. C'est-à-dire qu'ils avaient strictement, ils ont réussi à payer des lance-quenets, vous l'avez dit, 500 lance-quenets, et ils n'avaient aucune technique militaire, aucun encadrement, aucun savoir-faire, et aucun armement parce qu'ils ont été défaits à chaque fois, et de manière extrêmement brutale. Après cette réponse à cette petite question, la question spontanée, quel est le thème du prochain ouvrage? Ah. Oh. Bon, pour répondre à la première question, rappelez-vous ce que je vous ai dit. La totalité, si on additionne tous les paysans qui sont révoltés, on arrive à un chiffre de 100 000. Mais les 100 000 n'ont jamais été ensemble, jamais. Et on pense qu'il y avait à peu près autant de paysans à Chervillers, hein, autant de paysans que de lansquenets de l'armée du duc de Lorraine. Le duc de Lorraine a perdu 500 de ses soldats à Chervillers. Donc ils se sont battus, mais pas à armes égales. Parce que, effectivement, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là, dans la conférence, mais ils avaient mis les canons dans les vignes.
Et donc, les autres, les ayant vus où ils les avaient, ont positionné les leurs de façon à ce qu'ils puissent les prendre de différents endroits. Et d'ailleurs, ils ont tout de suite, Chervillers est parti en fumée. Il y a un feu, Chervillers a complètement brûlé. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il y a eu, donc ils se retrouvent à un moment donné face à face. Et donc les deux ailes ont été, donc ils ont dû, les professionnels donc, du duc de Lorraine, il y a eu 3 vagues successives, et en fait, à la troisième, il y a les 2 ailes qui ont cédé. Oui, ils étaient encadrés, les paysans, mais avec quoi ils n'avaient pas tous. Les autres avaient tous la Kalachnikov de l'époque, l'arquebuse. Et les paysans, il n'y en a pas beaucoup qui en avaient. Ils en avaient quelques-uns. Les lansquenets du côté des paysans, eux, les mercenaires que les paysans avaient engagés, mais ils n'étaient pas assez nombreux par rapport En fait, c'était d'une foule, c'était des masques. C'est comme quand vous voulez enfoncer une porte, ce qu'on faisait autrefois dans les villes. Ben, les chocs c'était à peu près similaire, mais les paysans, à un moment donné, ils ont craqué. Et donc, voilà, les autres, entre être paysan et être militaire, la différence, elle est énorme. À un moment donné, ils ne pouvaient plus, et puis voilà, c'était le massacre. C'est allé même plus loin. Le lendemain, il y avait beaucoup d'arbres encore à ce moment-là, et beaucoup de paysans se sont réfugiés dans les arbres. Et le lendemain matin, quand le soleil est apparu, les lansquenets du duc de Lorraine, ils les ont flingués comme... bon, voilà. C'était il y avait une odeur pestilentielle ça a duré pendant pratiquement entre 3 et 4 semaines. Et finalement, les autorités ont décidé que ce sont les gens de Célestat qui sont venus pour les enterrer. Mais c'était horrible. C'était horrible. Voilà. Alors, je répondrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le prochain roman, je voudrais terminer par le prochain. Sinon, oui, il y aurait des questions encore? Oui? Non, mais c'est bon, je pense que je parle assez fort. Oui. Est-ce qu'il y avait des tentatives de médiation ou de négociation par des... Oui. Strasbourg, la ville de Strasbourg a tenté. Alors, Strasbourg a envoyé, par exemple, ici à Althoff, a envoyé Mathietzel, Busser et Capito. Mais les paysans, ils leur disaient, ils leur ont dit, en fait, ils ont passé le message de la ville de Strasbourg. Strasbourg, c'est... faut se méfier. C'est un pied dedans, un pied dehors. Ils n'ont jamais été francs du collier. Ça les arrangeait bien. Alors, ils ont supplié le duc de Lorraine d'épargner leurs propres biens, c'est-à-dire les villages qui appartenaient à la ville de Strasbourg. Ils ont proposé, et ils ont nourri, enfin, bon, ils ont fait du pain, hein, et pour toute l'armée du duc de Lorraine, qui l'ont vendu, et ils se sont défendus après en disant, mais hey, si on ne l'avait pas fait, ils auraient attaqué des villages entiers, ils se seraient servis. C'est pas faux. Mais leur politique, ils leur demandaient tout le temps aux paysans, écoutez, rentrez chez vous, et on discute après. Mais les paysans, à un moment donné, ils ne voulaient plus, parce qu'ils n'avaient aucune garantie qu'ensuite on allait pouvoir se mettre autour d'une table. Ça a eu lieu, hein, juste de l'autre côté de Strasbourg, à jouer les médiateurs à Renchen, les accords de Renchen en même temps, en juin, où le comte de Bade a fait venir à sa table des paysans. Hein. Ils ont signé et Strasbourg a joué l'intermédiaire, mais ils n'ont pas joué aussi clairement ici avec les Alsaciens. Et donc oui, il y a eu l'évêque a envoyé l'évêque était en Allemagne, le chapitre a envoyé, mais aussi un pied dedans. Le chapitre, par exemple, le château qui a que de Darstein. Darstein appartenait au chapitre, hein, et ils avaient un château avec les caves remplies de vin. Ils ont servi toute l'armée du duc de Lorraine pour la nuit précédente, le vendredi soir. En fait, les paysans étaient tellement excédés par l'histoire des Bunchu avant.
Ils étaient au courant, les paysans. Ils savaient que depuis 32 ans, ils voulaient, à un moment donné, ils en avaient marre, ils ne voulaient plus discuter. Et ils étaient persuadés qu'ils allaient avoir le dessus. Bon, est-ce que c'était la meilleure solution? Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Oui, il y a eu des interventions, mais à un moment donné, je pense que la coupe était pleine et ils étaient peut-être aussi trop sûrs, les paysans, hein, de leur force. Hein. C'est sûr, quand on est 10, 12, 15 000, voilà, mais ils ont osé, voilà, mais mal leur en a pris. Oui. Est-ce que ces révoltes et ces massacres ont-ils permis, quelque part en Europe, un changement de système politique? Ou est-ce que ça a été totalement vain? Non, ça n'a pas été totalement vain. Chez nous en Alsace, donc les soldats, les paysans, ils ont été durement réprimés par les comme je dis, et aussi par les amendes, mais, donc ils ont tous donné leur couteau quand ils se baladaient, ils n'avaient plus le droit d'avoir, mais les autorités ont lâché du lest. Ça, absolument, et ils commençaient quand même à les considérer un peu, plus comme juste la piétaille. Et bon, il faudra attendre. Alors après, bon, ce qui va suivre après la guerre de 30 ans, je ne vous fais pas de dessin, c'est l'horreur absolue. Mais l'Alsace, alors ça c'est une théorie de Georges Bischoff, il dit, ils se sont très vite, l'Alsace a très vite repris le dessus et économiquement est devenue encore plus forte qu'elle n'était avant. Bon, ouais, j'ai un peu de peine avec ça parce que 25 000 morts, ou même 30 000, qui est-ce qui était là? Non, c'était que des jeunes, des jeunes entre 15, 16, 17 et 40 ans. Et ça fait comme, c'est énorme, hein? C'est quand même une part c'est la force vive qui avait été décimée à ce moment-là. Voilà. Mais il y a eu des changements, c'est vrai. Alors c'était toujours pareil. Un seigneur avait plus de compassion qu'un autre. Hein. Donc vous avez vu le millefeuille, aucune unité, chacun faisait un petit peu la loi chez lui. Mais effectivement, il y a eu... pas autant qu'ils auraient aimé, mais bon, d'abord on les a punis. Hein. Après, voilà. Donc je réponds à la dernière question. Ouais. Ah bah vas-y. Ah pardon. Ah bah, madame. Merci pour cet exposé. J'ai lu le livre et, comme on dit, une fois qu'on l'a pris dans la main, on n'a pas envie de le lâcher. Et mon mari est en train de le lire, alors je lui dis, tu en es où maintenant? Mais j'ai quand même retenu l'une ou l'autre phrase que j'avais notée, parce qu'il dit, est-ce que c'était vain? Est-ce que ça a servi à quelque chose? J'ai retenu une phrase qui se trouve page 115. Ici, et je suppose qu'ailleurs, ce ne doit pas être différent. L'argent est devenu roi. Alors, est-ce que ça a changé? Non, je ne sais pas si vous avez vu le spectacle qu'on a fait, vous l'avez vu. Combien de gens viennent à la fin voir et disent, mais vous avez écrit ça pour la période actuelle? Non, mais c'est vrai. Alors je me refuse à faire de la politique, mais bon, voilà, c'est un... Oui, dans le fond, il y a plein de choses qui sont 500 ans après, on peut se dire, waouh, on a encore du chemin à faire. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Privilège du président, je vais poser la dernière question. Oui. Pardon. Tu nous as dit que la guerre des paysans s'était étendue dans toute l'Europe, essentiellement dans le Saint-Empire romain germanique. Il y avait une collection de foyers qui tous ont été réprimés. Et la plupart du temps, ils ont été réprimés par les autorités autrichiennes, allemandes, des ligues, etc. Le seul endroit où les autorités locales ne sont pas vraiment intervenues, on a fait appel à l'extérieur, c'est l'Alsace. Ouais. J'ai toujours du mal à comprendre ça. Alors, le fait que à Marmoutier, le duc de Lorraine et quelques propriétés, je veux bien, mais que le roi de France, qui était en guerre à l'époque... Et en Tôle. Il est en Tôle à ce moment-là. Il est en Tôle, mais la France était quand même en guerre avec le Saint-Empire romain germanique. Oui. Et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on autorise les troupes françaises, étrangères, qu'on craignait jusqu'à quelques jours avant l'arrestation de François Ier, qu'on les laisse entrer
en Alsace et qu'ils repartent aussi rapidement. Alors, j'ai du mal à comprendre ça. Le duc de Lorraine, il est aussi intervenu parce que du côté des Dieuses, oui. il y a des paysans qui sont levés. Dans le pays de Bitche, il faisait partie d'après les textes et les lois de l'époque, il était tout à fait dans son droit légitime de venir. En plus, l'évêque, le représentant de l'empereur, les chapitres sont allés au-devant à Sarrebourg, quand ils sont arrivés. Venez vite, ils l'ont sollicité, hein, et lui, en fait, il n'est pas resté plus longtemps. Pourquoi? Il dit, j'en ai massacré 25 ou 30 000, je rentre chez moi, parce que il avait perdu 500 bonhommes, mais il fallait aussi qu'il paye tout le monde, hein, les 10 ou 12 000. Et il n'avait pas envie de se... Parce qu'il dit... Il avait peur, il y avait encore d'autres paysans qui étaient encore dans le sud. Le fameux samedi, le 20, tous les paysans n'étaient encore pas montés. C'est pour ça que les capitaines allemands des Lansquenets ont voulu attaquer tout de suite le samedi soir. Mais d'abord, il n'avait pas envie de les payer plus, et donc il est rentré. Mais en fait, il n'avait pas, l'autorité était là, mais il n'y avait pas de soldats, il n'y avait pas la force pour il n'y avait pas de militaires, il y avait... voilà, il faut dire, ceux qui sont venus avec Pavie, c'est 14-15 000 morts. À un moment donné, donc tous les nobles français, ils les ont ou tués, ou après, ils les ont libérés contre rançon. Ils ne pouvaient pas tuer tout le monde. Donc, il y a un fort contingent, un très fort contingent, de soldats de François Ier qui sont rentrés donc, de février et qui se sont mis au service du duc de Lorraine. Il y a eu des Alsaciens et des Lorrains qui se retrouvaient dans l'armée qui était à Pavie en février et qui là se sont retrouvés en Alsace là, au mois de mai. Hein? Ah oui. Ah oui, les Lansquenets, c'est simple, je vous ai dit combien ils touchaient par jour, et leur intérêt, c'était qu'une ville ne se rende jamais, qu'il faut y aller, et là, les villes, ils les ont mis à sac, ça a duré 3 ou 4 jours. À Saverne, quand ils sont rentrés, ils ont tout cramé, ils ont tout volé, ils ont tout pillé. Il n'y avait pas que Marmoutier hein, qui était la propriété, il y avait aussi Saint-Hippolyte, il y avait tous les autres lièvres, tout ce que je dis, et tout ce sacré Bitcherland, le pays de Bitch, qui était donc, lui, il était le chef, il y avait les comtes, mais le duc, c'était lui, les comtes étaient ses vassaux. Et donc il a dit, bon, mais il est venu, parce que de toute façon, il avait peur aussi, parce que ça avait commencé dans ses propres terres, hein, du côté de Vic-sur-Seille. Il a dit, je réprime tout de suite, et ça donnera ce que ça donnera, mais on ne peut pas laisser. Vous imaginez, quelque part, si les paysans avaient eu le dessus. Ah, je pense qu'ils seraient allés en Allemagne, pardon, en France, ça aurait fait ça aurait fait tache d'huile, ça c'est clair. Dommage, mais oui, c'était... Ok. Est-ce que tu veux parler tout de suite de ton prochain livre ou bien... Non, est-ce qu'il y a plus de questions? Alors, oui. Donc bon, Karl Marx a aussi écrit oui. sur la guerre des paysans. Moi, je ne l'ai pas lu. Engels. Vous l'avez lu. Et qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est Marx, je ne sais pas, mais Engels a écrit. Ah oui, c'est Engels qui a écrit. En fait, eux, ils ont mis ça un peu, ils ont vu ça du côté communiste entre guillemets. Et d'ailleurs pour eux, ils ont glorifié, surtout ils ont glorifié pendant tous les régimes qu'il y a eu après, en Allemagne de l'Est, Münzer qui était donc le grand adversaire de Luther. Et Münzer, bon, lui, on peut dire c'était le communiste de l'époque, du XVIe siècle. Il disait, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est aux riches est aux pauvres. Et inversement. Bon. Donc on va d'abord... Bon, on a vu comment il a terminé. Ça aussi, c'est un aspect de Luther qui s'est rangé du côté, qui montre qu'il s'est rangé du côté des nobles. Oui, ça a été repris.
Il y a un Lorrain qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup... Gauthier, je ne sais plus... Hein, il est décédé il y a quelques années, mais et c'était aussi... Bon, il a vu ça du côté... Les communistes, ils ont vu ça de leur côté. D'ailleurs, cette année, il y a eu des expositions à 13 anciennes Allemagne de l'Est, où ils ont glorifié la guerre des paysans, parce qu'en fait, ils luttaient le droit des peuples. Donc, ouais. Donc c'était pas Marx, mais c'était Engels. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Bon, alors, je suis tombé sur je ne sors pas du 15e siècle. En 1450 est né à Niederhaslach. Vous connaissez Niederhaslach? Un bonhomme qui s'appelait Johannes Burckhardt. Et à Niederhaslach, il y a une collégiale. Donc il y avait qui dépendait... Pardon? Oui, une collégiale, donc... la même que Saint-Thomas, Strasbourg, Saint-Florent. Ouais, c'est Saint-Florent. Et à un moment donné, les chanoines qui sont là-dedans, il y en a un qui sont embêtés peut-être, il a pris des gamins du bled, et puis pour leur apprendre à lire et à écrire. Ce qui était très sympa de sa part. Et puis, ils se sont rendus compte que, bah, tiens, le Johannes Burckhardt, dont les parents étaient très pauvres, et il était un peu plus intelligent que les autres et il a vu qu'il avait des aptitudes, donc il est allé un peu plus loin, ils sont allés un peu plus loin avec lui, et quand il avait 15 ans, eh ben, il a dit, bon, bah, maintenant, plus de garder, hein, pour, voilà, tes parents de toute façon n'ont pas l'argent pour aller te payer des études, mais on a une proposition à te faire à Strasbourg, au chapitre Saint-Thomas, il y a le vicaire épiscopal, et puis tu pourras faire secrétaire là-bas. Donc, il va à Strasbourg, il est avec d'autres garçons, et puis, à longueur de journée, il fait des dispenses de mariage, hein, des dispenses pour ci, ou des dispenses pour... Au Moyen-Âge, on n'avait pas le droit, à cette époque-là, on n'avait pas le droit de manger des œufs pendant le carême, mais, moyennant finance, tu étais dispensé et tu pouvais en manger. Donc, les mariages, c'était pareil, et puis à un moment donné, le gamin, il se dit, il a 17 ans, il dit, mince, pourquoi? Écoute, je ferai tout ça pour... Et l'autre, il encaisse. Je vais les faire moi-même. Hein, et donc, voilà. Et bien sûr, il s'est fait avoir. Donc, du jour au lendemain, ils lui ont dit, dégage, on t'expulse, tu quittes Strasbourg, ou alors on te dénonce au magistrat, donc aux autorités, tu seras condamné et tu seras quand même expulsé. Et là, vous avez le gamin de 17 ans qui sort de la ville, il dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et il se dit, puisque je ne peux pas gagner ma vie chez les saints du bon Dieu, je vais aller chez le bon Dieu en personne, et il va à Rome. Et il va faire une carrière fantastique au Vatican. Il va finir évêque. Il va devenir maître de cérémonie, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait chef de protocole. Des 4 papes les plus toxiques de l'époque, c'est-à-dire Sixte IV, Innocent VIII, Borgia, Alexandre VI et Jules II. Et donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé un diary, un journal, qu'on a perdu pendant 250 ans, qu'on a retrouvé. Leibniz, le grand Leibniz, s'est intéressé. Alors, à lui, c'est fou ce qu'il écrit. Et les curés à l'époque, le clergé de l'époque disaient, il écrit que des conneries, c'est pas possible. Et en fait, finalement, ils ont comparé avec les dépêches que les ambassadeurs à la cour de Rome envoyaient donc à Venise, au roi de France, hein, et ils se sont rendus compte que, mais oui, c'était encore plus précis que ce que ces gens écrivaient. Et donc, alors, on parlait tout à l'heure de prébendes et de bénéfices. Oh là là, il est devenu millionnaire. À Rome, à 500 mètres du Vatican, il a construit un palais fantastique. Il avait 19 personnes à son service, avec une tour crénelée. Et sur cette tour, il a fait marquer verticalement Argensis. Argensis, Strasbourg. Et aujourd'hui, dans la rue où il était, où était cette maison, il y a un théâtre. Et comment s'appelle ce théâtre? Je vous le donne en mille. Théâtre Argensis.
Et ce petit mec de Niederhasler, mais la façon, enfin, maître de cérémonie, c'était, il vivait dans l'intimité des papes, quoi. Alors Borgia, je ne vous raconte pas. Mais pour ça, il faut savoir ce que c'était Rome à l'époque, Strasbourg à l'époque, Rome à l'époque, bon bref, c'est chez la page 120. Mais ouais, bon, voilà. Non, mais tout ça pour vous dire que c'est la passion. Si t'es pas habité, si t'as pas la passion, tu le fais pas. Mais c'est au moins réhabiliter ce brave homme, ce brave garçon. Mais franchement, sa vie, c'est passionnant. Passionnant. Voilà. Alors, si jamais il y a parmi vous des gens qui ne l'ont pas encore lu ou qui aimeraient, je peux vous mettre un petit mot. N'oubliez pas, hein, dans 2 mois, Noël, hein, c'est déjà fini, hein, ou presque. Hein. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour votre accueil. Et puis, remercier Charlie, comme d'habitude, on fait des cadeaux, donc on lui offre du vin de Molsheim, il ne fait que boire de l'eau, et donc il y a 2 vins de 2 viticultures différents dans la même rue, c'est quand même extraordinaire, il y a Neumeyer et Heitz. Donc c'est 2 viticulteurs différents dans la même rue, donc à Molsheim on connaît la conciliation. Et un livre qui est passionnant. Un livre passionnant, Triple Van, c'est des usines Bugatti qui, pendant la guerre, fabriquaient des voitures amphibies. C'est quelque chose que tu ne connais pas, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. On est aussi capable de t'apprendre des choses. Encore heureux. Encore quelques informations. La prochaine conférence nous intéressera tout particulièrement, dans la mesure où il s'agit d'une conférence qui sera tenue par Georges Bischoff, qui s'appelle Un siècle d'or entre 2 bains de sang, l'Alsace de 1525 à 1632. Donc on est exactement dans le sujet que Charlie évoquait tout à l'heure. Si tu le veux, Charlie, ça a lieu le 21 novembre. Si tu veux faire une disputation avec Georges Bischoff sur les conséquences de la guerre des paysans, ce serait passionnant. J'ai encore un spectacle vendredi prochain. Et après, je tourne la page de la guerre des paysans. 5 ans, slow. La conférence d'après aura lieu le vendredi 5 décembre. Ce sera une conférence qui sera tenue par Jean Bourcard, qui est membre de notre association et vice-président de la société, de Turkheim à Darstein, la campagne hivernale des troupes du maréchal de Turenne, en janvier 1675. Je vous rappelle que le programme de l'année prochaine est déjà fait. Il s'agira de l'entre-deux-guerres. Il y aura une série de conférences qui envisagera toute l'entre-deux-guerres d'un point de vue religieux, d'un point de vue juridique, d'un point de vue autonomiste, d'un point de vue conséquences pour les anciens combattants, annonce de la future guerre. Il y a déjà 6 conférenciers qui sont retenus, je ne vais pas vous en faire la liste. Et je vous signale aussi que cette année, dès le 5 décembre, vous pourrez avoir l'annuaire. Donc quand vous viendrez à la prochaine conférence, je vous invite à vous inscrire d'ailleurs, hein, pour éviter que vous restiez à la porte. Inscrivez-vous le plus tôt possible. Donc la prochaine conférence qui a lieu le 24 novembre. Et ensuite celle du 5 décembre, vous aurez déjà l'annuaire de l'année 2020. Donc je vous invite maintenant, comme d'habitude, à aller boire un coup au bar du trèfle pour remercier le trèfle. Et on se verra donc autour d'une bonne bière. Bonne soirée à tous et bon retour. Je vous rappelle que j'ai accepté à votre disposition pour acheter des livres et vous les faire dédicacer. Charlie, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'étais à Georges. Georges, c'est la prochaine fois, il en aura aussi.